Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir les types de communication, donc les types anonymes et les types nommés. Donc, un type de communication permet une communication unidirectionnelle entre des processus. Puis ça permet un échange de données, en fait, d'un écrivain vers un lecteur. Comme on a vu, on peut, avec la communication interprocessus, on peut soit transmettre des données, donc avec les segments de données partagés ou les types de communication, puis on peut transmettre des signaux avec les signaux. Donc, il permet de mémoriser les informations produites par les processus écrivains. Ces informations sont consommées par des processus lecteurs selon la politique FIFO. Donc, une première donnée qui rentre va être la première à en sortir. Lorsqu'un lecteur lit une donnée, ça c'est super important, contrairement au segment de données partagé, celle-ci est retirée du tube. Donc la lecture est une opération destructrice. Donc on stocke, supposons, la lettre A, B, C, D dans un tube. Le lecteur va commencer par lire A, FIFO, puis après ça, A va complètement disparaître du tube. Le lecteur va un peu manger le A pour le consommer dans le fond, si on veut. Donc, par défaut, les lectures et les écritures d'un tube sont bloquantes. Puis, il existe deux types de communication, comme j'ai dit précédemment, les tubes anonymes et les tubes nommés. Donc, pour commencer, les tubes anonymes. Un tube anonyme permet d'établir, comme un tube, une communication unidirectionnelle entre le créateur du tube et ses descendants. Ça, c'est super important. Donc, il est considéré comme un fichier temporaire. Lors de sa création, on obtient deux descripteurs de fichiers, on va voir tantôt dans un tableau d'entier. Puis un pour le bout en lecture, puis l'autre pour le bout en écriture. Puis on va voir en quoi c'est différent du scénario du tube nommé. Lorsque tous les descripteurs de fichiers associés à un tube sont fermés, le tube est détruit automatiquement. Donc on n'a pas besoin d'aller le détruire explicitement. On va voir que c'est un peu différent avec le tube nommé. Donc, on peut créer un tube anonyme de deux façons. Donc, du moins de deux façons qu'on va voir dans le cours. Donc, il y a un opérateur dans le terminal qu'on va voir tantôt, qui est la barre verticale, ou on a l'appel system pipe. Donc, si vous voulez voir de l'information sur cette fonction-là, vous pouvez consulter la section 2 du man pages, la fonction pipe. Donc, petite représentation de comment ça fonctionne un tube anonyme. Donc, prenons l'exemple ls pipe 4. Ce qui va se passer, c'est ls, comme tout le monde le sait probablement jusqu'ici, ça permet de lister les fichiers des répertoires, du répertoire courant quand on ne met pas de paramètres à ls. Cat affiche à l'écran les données reçues dans son entrée standard. Donc, l'opérateur pipe, ce qu'il va faire, donc ls pipe cat, va rediriger la sortie standard d'ls, donc la liste des répertoires et fichiers, vers l'entrée standard de cat. Donc, on voit ici, on a le programme. Les programmes ici, je les ai illustrés sous la forme de petites boîtes. Donc, on a le stdin de ls. Mais en fait, ls va surtout produire stdout avec la liste des fichiers et tout. Ça va aller dans le pipe. Le pipe va prendre ce stdout-là, cette sortie standard-là, et va la rediriger vers la sortie, l'entrée, pardon, standard de cat. Donc, les deux processus s'exécutent en concurrence. Ils vont s'exécuter en parallèle. On ne va pas attendre la fin de ls pour exécuter cat. Les données envoyées par ls via sa sortie standard sont stockées dans le tube. N'oublions pas, selon FIFO. Le processus écrivain, donc ls, passe à l'état bloqué lorsqu'il essaie d'écrire dans un tube plein. Il reste dans cet état tant que le tube est plein. Si le tube est vide et que le processus lecteur essaie de lire, il va bloquer tant que le tube est vide. Puis on va voir tantôt des scénarios d'interblocage. C'est super important. Les deux derniers points qu'on a ici, c'est super important parce que vous allez devoir, souvent dans des examens ou dans des TP, corriger des situations d'interblocage. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, je vais vous montrer LS4, ça ressemble à quoi? Donc, si ici, je fais ls, je vois j'ai trois dossiers. Donc, si je fais ls pipe 4, je vais avoir ici, en fait, je vais avoir l'affichage de la sortie standard selon 4. Puis ici, je ne sais pas si je peux vous montrer quelque chose de plus intéressant. On voit ici que si je fais l'inverse de 4 qui est tac, ça l'affiche à l'envers. Donc, on voit tac, ce que ça fait, c'est que ça l'affiche à l'envers. Si on veut
à partir de la fin l'entrée standard. Donc, l'entrée standard à partir de la fin. Donc, si je fais ls pipe tac, ce qui va se passer, c'est la sortie de ls, donc ce qu'on avait ici dès le départ. Cette sortie-là va se retrouver dans l'entrée standard de tac. D'où ce qu'on a ici. Donc, on voit ici qu'on l'a à l'envers. fct wrapper, exec demo, puis call demo. Donc, j'espère que c'est bien compris. On va passer à l'appel système pipe. Donc, pipe, on voit que c'est un appel système qui prend en paramètre un tableau de 2 entiers. Puis, dans le fond, je vais juste me remettre en plein écran. OK. Donc, dans le fond, ça va créer un tube anonyme aussi. Puis, une fois que l'appel est terminé, dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler pipe. Puis, on va déclarer on va voir dans l'exemple juste après. Avant de faire le pipe, on va déclarer un tableau de 2 entiers. Puis après ça, on fait pipe et on met ce tableau-là dans le paramètre. Puis, dans le fond, pipe, ce qu'il va faire pour nous, c'est qu'il va créer un tube anonyme, puis il va sauvegarder dans le tableau qu'on a donné en paramètre les descripteurs de fichiers. Maintenant, c'est super important. Ce tableau de 2 entiers-là, c'est un peu comme nos 2 clés pour le pipe. Donc, une fois que l'appel est terminé, le processus appelant a accès à 2 descripteurs de fichiers qui permettent d'accéder en lecture et en écriture. Donc, à l'indice 0 du tableau, on va trouver le descripteur pour lire du tube. Donc, c'est avec celui-là qu'on va faire des reads. Puis avec FD1, c'est le descripteur du fichier en écriture. Donc, c'est avec celui-là qu'on va faire des writes dans le tube. Donc, cet appel système-là retourne 0 en cas de succès et -1 en cas d'erreur. Maintenant, quelques petites remarques. Donc, premièrement, grâce au clonage par l'appel fork, comme on a vu avec fork par défaut, si vous n'avez pas encore vu la capsule sur Copy on Write, je vous conseille fortement d'écouter, ça va vous permettre de comprendre ces points-ci. Donc, grâce au clonage par l'appel fork, dans le fond, de la table de descripteur de fichiers du père, les descendants du père, donc les fils qui vont être créés par le père qui a fait le pipe avec son tableau, ils vont hériter aussi de ces descripteurs de fichiers-là. Donc, si le tube est vide et que le nombre d'écrivains est 0, fin de fichier, on a un appel read va retourner 0. Si le nombre de lecteurs est 0, un appel system write générera le signal SIGPIPE. Donc, tentative d'écriture dans un tube rompu. Tube rompu à cause qu'on a seulement un bout. Donc, ce signal est envoyé au processus appelant. Je vous dirais que ce qui est surtout, c'est très important de comprendre avec les tubes, c'est dans quelle situation est-ce qu'on peut se ramasser dans un interblocage. Puis, dans les prochaines diapositives, on va parler des tubes nommés. C'est là que ça devient super important. Donc, lorsque tous les descripteurs de fichiers associés au tube sont fermés, donc 0 lecteur et 0 écrivain, comme on a dit tantôt, le tube est détruit. Donc, par défaut, c'est super important, les lectures et les écritures sont bloquantes. Donc, exemple typique, que ce soit d'examen, de TP ou juste de questions pour bien comprendre la matière. Comment est-ce qu'on peut faire communiquer un père avec un fils avec un tube nommé? Un tube anonyme. Donc, le père va créer un pipe avec pipe FD. FD, il ne faut pas oublier, c'est un tableau de 2 entiers. Le père va créer un fils avec fork et le fils va avoir accès au tube créé grâce justement aux propriétés de l'appel fork qu'on a vu dans la capsule sur Copy on Write. L'écrivain, étant donné qu'il n'a pas besoin du bout de lecture, lui, il va juste écrire dedans, il va fermer FD0 avec close FD0. Puis à l'inverse, le lecteur, il n'a pas besoin d'écrire, donc il va faire close de FD1. L'écrivain peut maintenant écrire dans le tube avec write FD1 son message et la taille du message. Puis le lecteur, il peut faire read. Il ne faut vraiment pas oublier, ces deux processus-là doivent s'exécuter en parallèle. Donc ça, c'est très important. Chaque processus ferme son descripteur de fichier un coup que terminé, puis ça va faire en sorte, quand tout va être bien fermé, que le tube anonyme va dire, bon, ben, plus personne m'utilise, on va me supprimer. Donc, petit exemple de communication avec un pipe. On peut regarder ça à l'instant. Donc, on a le fichier, en fait, un fichier que vous retrouvez sur GitHub, en fait, c'est dans le dossier communication et ça s'appelle pipe. Faut pas oublier que ça prend un argument, ça prend le message que vous voulez envoyer, mais bref, on va regarder comment ce programme-là fonctionne.
Donc, super important, première ligne de main, on déclare un tableau de 2 entiers. Puis après ça, on déclare un buffer d'un caractère. Donc là, super important, on fait l'appel pipefd. Dans le fond, un coup que cet appel pipe-là est complété, on va avoir nos deux descripteurs de fichiers. On est d'accord, comme on a vu. Donc, le descripteur de lecture à la position 0 et le descripteur d'écriture à l'index 1. Là, on fait un fork. Donc, si on est le fils. Ici, on va dire, bon, OK, le fils, ça va être un lecteur. Ça aurait très bien pu être l'inverse, mais ici, on s'est dit, le fils, ça va être le lecteur. Donc, on n'a pas besoin d'écrire. On fait close fd1. Puis là, on fait une boucle de lecture. Puis c'est là qu'on utilise le buffer. On lit caractère par caractère, puis on va l'écrire, supposons, ici sur la sortie standard, avec un retour de la ligne à la fin. Donc le fils qui lit, tout ce qu'il fait, c'est bon, je vais me prendre un petit buffer d'un caractère par caractère. Je vais lire ce qu'on va recevoir, puis ce que je vais recevoir, puis je vais l'afficher. Puis après ça, je fais un close fd0. Le else, ça veut dire qu'on est le père. Le père va être un écrivain. Donc, lui, il n'y a pas besoin du fd0. Puis, il va faire un write, puis il va écrire ici ARGB1, c'est l'argument qu'on a donné ici, là, le tag message. Puis après ça, il attend la fin de son fils, puis il se termine. Super important. On sait que si jamais il y a un lecteur qui est tout seul, il faut vraiment pas oublier que la lecture et l'écriture, les opérations sont bloquantes par défaut. Donc, si on avait juste eu un lecteur, il aurait bloqué. Donc, on aurait vu que le programme aurait comme stallé, si je peux me permettre de le dire en bon québécois. Donc, le programme aurait stallé. À l'inverse aussi, si on avait juste un écrivain, comme on l'a vu, on aurait reçu un signal. Donc, là, on se dit, c'est bien beau les tubes, mais ça permet juste de communiquer dans un sens. Comme dans l'exemple qu'on a vu, ça permet juste au père d'écrire un message à son fils. Mais le fils ne pourrait pas envoyer le message à son père. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une communication bidirectionnelle? C'est en utilisant deux tubes. Donc, un tube pour chaque sens de communication, si on veut. Donc, il est possible d'établir une communication bidirectionnelle entre les pères et les fils en créant deux tubes anonymes, donc un pour chaque sens de communication. Ces deux tubes doivent être créés avant la création du fils, bien évidemment. Donc, pour que le fils puisse hériter de tous les outils dont il a besoin, donc des 4 descripteurs si on veut, puis ça va être au fils de décider, bon, lesquels il a besoin, lesquels il doit faire close, comme ici on s'est dit, le fils c'est le lecteur, donc dès que possible, surtout c'est une très bonne pratique, puis c'est très bien de fermer les descripteurs de fichiers parce que des fois ça peut causer des problèmes. Désolé. Désolé pour la notification, j'aurais dû éteindre ça. Donc, on voit ici que les premières choses qui sont faites ici par les deux processus, c'est de fermer les descripteurs qui sont inutilisés. Désolé, je suis vraiment distrait par ça. Donc, c'est comme ça qu'on peut avoir une communication bidirectionnelle. Les tubes nommés maintenant. Ça, vous allez avoir à les manipuler en laboratoire, puis aussi dans les évaluations. Donc, un tube nommé sert à faire communiquer des processus d'une même machine. On a vu avec les tubes anonymes qu'on pouvait juste faire communiquer des pères avec des fils. Mais vous allez voir, ce qui est vraiment le fun avec les tubes nommés, c'est qu'on peut faire communiquer des processus qui n'ont pas de lien de parenté direct. Donc, ça devient vraiment intéressant. Donc, deux processus, dans le fond, le tube nommé, comme on le dit, ce tube-là a un nom. Puis tous les processus qui connaissent ce nom-là peuvent l'ouvrir selon les droits qui sont accordés, puis écrire ou lire dedans. Donc, on s'entend que deux processus de programme complètement différents, si ces deux processus-là connaissent le nom, sont capables de manipuler le tube. Donc, le tube nommé, il y a un nom et il existe dans le système de fichiers. Si vous faites l'appel qu'on va voir tout de suite après cette slide-là, en fait, le mkfifo, puis que vous le faites dans un répertoire test que vous ouvrez dans votre ordinateur, vous allez voir que ça crée littéralement un fichier. Donc, c'est un fichier spécial. Il existera dans le système jusqu'à ce qu'il soit détruit explicitement. Donc, ça, c'est vraiment une grosse distinction entre tubes nommés. Ce que j'aime poser comme question en laboratoire, c'est vraiment qu'est-ce que vous retenez de la différence, soit des use cases, des tubes nommés, puis des tubes anonymes, mais une différence, pas de use case directement, mais une différence majeure
entre ces deux types de tubes-là, c'est que le tube nommé, lui, on le détruit explicitement, tandis que le tube anonyme, euh, c'est ça, le tube nommé, on le détruit explicitement comme on voit jusqu'ici, et le tube anonyme, il est détruit, comme on a vu, lorsqu'on ferme tous les descripteurs de fichiers qui y sont associés. Donc, il y a une taille supérieure à celle des tubes anonymes. Puis son fonctionnement est identique. Par contre, il fonctionne avec FIFO, on a lecture-écriture bloquante, etc. Donc, on va voir un petit peu comment utiliser les tubes nommés. Ça va être pratique pour les laboratoires. Donc, comment est-ce qu'on crée et qu'on ouvre un pipe? Donc, l'appel système mkfifo permet de créer un tube nommé. Donc, comment ça fonctionne mkfifo? C'est qu'on va, on voit ici qu'on a une string qui a un path en fait, comme premier paramètre. Puis ça va être le nom. Dans le fond, le chemin et le nom vers le tube. Puis après ça, on a un mode. Le mode, je sais que c'est pas clair vu comme ça, puis vous allez voir dans les notes de cours 0C60. Je vais vous montrer en fait en laboratoire des macros qui sont utilisés, qui sont pas mal plus explicites, qui montrent ce qui se passe. Mais en gros, c'est est-ce qu'on veut que ce soit accédé en lecture, en écriture, par l'utilisateur, en lecture, par l'utilisateur et le groupe, en écriture par l'utilisateur et le groupe, etc. 0CC0, c'est un peu comme toutes les permissions, donc vous êtes safe avec ça. Donc, path, c'est un chemin d'accès, le nom et le lieu de création du tube. Le mode est un code de protection, donc permission d'accès au tube. Ça retourne 0 en cas de succès et -1 en cas d'erreur. Donc, on peut aussi utiliser la commande mkfifo du terminal. Donc, pour accéder à un tube nommé, un processus doit d'abord l'ouvrir exactement comme on ouvre un fichier habituellement, donc avec Open, soit en lecture et en écriture. Donc, on voit ici que le pipe, il était un peu comme 2 en 1. Il créait le tube anonyme, puis il l'ouvrait en quelque sorte pour nous. Il nous donnait nos descripteurs de fichiers. Tandis que là, ça se fait vraiment en 2 étapes. Si en laboratoire, on vous dit d'utiliser un tube nommé qui n'existe pas, vous devez d'abord le créer avec mkfifo, puis après ça, l'ouvrir avec Open. Donc, mkfifo va seulement créer le tube en tant que tel. Il ne va pas l'ouvrir pour vous. Donc ça, c'est une erreur qui est répétée à chaque session. Puis, je vous conseille vraiment de bien comprendre cette diapositive-là avant de commencer le TP sur la communication. Donc, par défaut, l'ouverture d'un tube nommé est bloquante, puis on va voir en quoi ça peut avoir des conséquences catastrophiques sur un programme à la diapositive suivante, je pense. Donc, un processus passe à l'état bloqué s'il essaye d'ouvrir un tube nommé sans lecteur, d'ouvrir en écriture un tube nommé sans lecteur. Donc, s'il y a un écrivain qui arrive dans le tube et qui dit « Ah, ben, il n'y a personne pour lire le message que je veux écrire, mais je vais bloquer. » Et dès que quelqu'un va arriver, puis il va se proposer pour lire mon message, mais je vais me débloquer puis je vais écrire mon message. Donc, c'est essentiellement ça qu'il faut retenir de ce point-là. Puis, à l'inverse, un processus passe à l'état bloqué s'il tente d'ouvrir en lecture, mais qu'il n'y a pas d'écrivain. Donc, il dit, moi, je suis là pour lire un message, mais il n'y a personne pour écrire de message, donc je vais attendre qu'il y ait un écrivain pour me débloquer. Donc, une cause, honnêtement, de l'expérience que j'ai en INF 2610, des erreurs les plus importantes avec la matière des tubes, c'est l'attention qu'il y a juste ici. Donc, lorsqu'on utilise plusieurs tubes nommés, l'ordre d'ouverture peut causer un interblocage. Puis on va voir juste ici qu'est-ce qui se passe. Donc, souvenez-vous, avant de regarder vraiment trop le code qu'on a à la page suivante, même si c'est juste 4 lignes de code, faut vraiment comprendre les 2 points que je viens d'expliquer ici. Donc, on regarde si on a un processus A et un processus B. Le processus A commence par ouvrir le tube A en écriture. Il y a personne, on pose des hypothèses. On s'entend que processus A et processus B s'exécutent en parallèle, mais ça n'a pas vraiment d'importance que ce soit le processus A ou le processus B qui exécute la première ligne de code en premier. Donc, supposons que c'est le A. On va faire le chemin inverse si vous voulez plus d'explications. Donc, supposons que A gagne la course, il fait open de tube A, write only. Il dit, bon, j'arrive en écriture dans le tube A. Comme on a vu à la page précédente, il n'y a aucun lecteur, donc je tombe bloqué. Donc, le processus A attend l'ouverture par un autre processus du tube A en mode lecture. On est d'accord. Processus B arrive après. Il fait un open du tube B, donc d'un autre tube en write only. Donc, il va dire, bon, OK, j'ouvre le tube B.
en write-only, je tombe en attente, lui aussi, d'un lecteur. Donc, processus B attend l'ouverture par un autre processus du tube B en mode lecture. Donc, les deux processus sont en attente. Puis, si on regarde la ligne de code qui vient juste après, c'est malheureux parce que si on regarde processus A, la ligne qui vient juste après, c'est l'ouverture du tube B en lecture. Ça leur aurait débloqué le processus B. Idem pour processus B. La ligne 2, c'est l'ouverture du tube A en lecture, ce qui aurait débloqué processus A. Donc, comment est-ce qu'on peut corriger ça? Donc, c'est sûr qu'ici, en fait, je vous ai préparé un petit code sur GitHub qui cause cet interblocage-là. Ce serait bien pour vous de le regarder en détail, mais je peux vous expliquer un peu. L'important ici, ce serait d'ouvrir les tubes. euh, En fait, comme on voit ici, processus A ouvre le tube A en write-only. Il faudrait que processus B, la première chose qu'il devrait faire, c'est d'ouvrir le tube A en read-only. Donc, si on inverse ces deux lignes-là ou ces deux lignes-là, ou exclusif, donc on arriverait avec une ouverture du tube A en write-only. Supposons que tube A arrive en premier. Donc, il tombe en attente d'un lecteur. Si on inverse ces deux lignes-là, le processus B ouvre le tube A en read-only. Parfait, les deux processus débloquent. En fait, processus A débloque. Après ça, processus A rebloque. Il dit, bon, ben moi, j'ouvre tube B en read-only. Il faudrait qu'il y en ait un en write-only. Étant donné qu'on a inversé ces deux lignes-là, ben, ça tombe bien. Processus B, lui, il est débloqué. Puis, il ouvre tube B en write-only. Donc, tout se passe très bien. Donc, si jamais, ça c'est vraiment super important, c'est un cas typique d'exercice en TP d'interblocage que vous pouvez que vous pouvez en fait rencontrer, puis c'est super important à comprendre. Donc, j'ai fait sur GitHub l'été passé quelques petits exercices. Donc, je vous conseille fortement, si on va dans communication, il y a un exemple de MK-FIFO avec interblocage, puis un exemple de MK-FIFO qui fonctionne bien. Donc, je vous conseille fortement d'aller les regarder. Puis, c'est tout pour la vidéo sur les tubes. Puis, merci beaucoup. Puis, à la prochaine.